Merci à tous d'être présents en physique ou à distance. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée dans cette table ronde par des experts du sujet et avec une belle représentativité non seulement des différentes régions françaises, mais aussi des différentes typologies d'établissements, puisque nous allons avoir la chance d'avoir des représentants des établissements publics, d'établissements privés, d'ESPIC. Donc ça permettra d'avoir aussi des réponses adaptées en fonction des types d'établissements. Et est-ce qu'il y a des spécificités? On verra peut-être aussi en fonction des types d'établissements avec lesquels les startups souhaitent prendre contact. Mais la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment contractualiser avec les hôpitaux, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Enguerrand a dit qu'aujourd'hui, il y a 75% des établissements publics de santé qui n'ont jamais travaillé avec une start-up. Donc on voit qu'on est en train de défricher et qu'il y a encore pas mal de travail à faire et de connaissances interstructures à réaliser. Pourtant, on est tous bien convaincus aujourd'hui que les solutions innovantes proposées par les jeunes pousses ou les pousses, en fonction de leur niveau de maturité, sont de vrais leviers d'efficience. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de problématiques et de questions qu'on se pose, c'est-à-dire c'est comment se connaître, comment bien se connaître, comment identifier la bonne porte d'entrée, comment se comprendre. C'est aussi un enjeu, on ne pense pas forcément tous le même langage et donc il y a aussi un langage commun à mettre en place. Et comment travailler ensemble. C'est bien de se connaître, c'est bien de se rencontrer, mais après, comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble? Donc, sachant que le principe de la table ronde est que chaque intervenant va pouvoir présenter comment il aborde ce sujet dans son établissement et aujourd'hui en pratique, quel est leur retour d'expérience. Ceci pendant la première demi-heure de l'heure consacrée. Et puis ensuite, on passera à une session de questions-réponses si ça vous convient à tous. Donc, comment contractualiser avec les hôpitaux? Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, Brigitte Courtois, alors je suis à la fois directrice du groupement de coopération sanitaire G4 qui réunit en fait les 4 CHU du Nord-Ouest, que sont Amiens, Lille, Caen et Rouen. Et puis également directrice recherche innovation du CHU de Lille. Alors les CHU ont investi quand même depuis plusieurs années le champ de l'innovation en santé. Certains d'entre eux ont d'ailleurs déployé des dispositifs qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement de l'innovation. Cet accompagnement est d'ailleurs généralement porté, alors on verra qu'il y a des organisations quand même différentes, mais par les directions recherche et innovation. Et donc effectivement, dans ces directions, l'innovation prend progressivement une place plus importante. Cet accompagnement, il vise évidemment à détecter d'abord et puis ensuite soutenir le développement de solutions innovantes et puis enfin aussi souvent d'identifier des potentiels de propriété intellectuelle. Alors je m'appuierai évidemment beaucoup sur l'exemple du CHU de Lille qui, pour le coup, parmi les 4 CHU que je représente, a un peu d'antériorité. Peut-être quand même quelques éléments avant de rentrer plus concrètement dans la façon dont ça fonctionne à Lille. Je pense que c'est des dispositifs d'accompagnement qui doivent d'abord être très adaptatifs, qui sont évidemment en fonction de la nature des projets, des besoins, de leur maturité. C'est des dispositifs qui ciblent à la fois les professionnels de santé, donc les inventeurs internes, et puis qui progressivement s'ouvrent évidemment aussi à des innovateurs externes, et notamment les startups. Peut-être aussi un élément qui souvent nous différencie et peut créer de l'incompréhension, c'est qu'évidemment, on est quand même souvent sur des temps longs. Les différentes expériences que j'ai pu connaître, que je connais à Lille, font qu'on est quand même souvent sur des projets qui peuvent prendre globalement plusieurs années. Et donc c'est important, on sait qu'on travaille sur des partenariats qui vont être assez long. Donc, il faut qu'on ait ça en tête de part et d'autre. Au CHU de Lille, j'évoquais donc des dispositifs dédiés à l'innovation et on l'a articulé autour de 2 cellules en interne. Ce qu'on appelle une cellule d'expertise en technologie de santé qui a vocation à intervenir souvent très en amont. Elle peut être sollicitée donc par tout porteur, interne comme externe, et elle conduit en fait une expertise transversale, pluridisciplinaire, qui débouche ensuite sur la remise d'une feuille de route et qui vise bien sûr à optimiser la stratégie d'accès au marché. Et puis, on a une deuxième cellule, un deuxième opérateur interne que l'on appelle la cellule partenariat innovation et qui, elle, associe les chargés de valorisation, un économiste de la santé,
un pharmacien, bref, un certain nombre de nos expertises internes. Et cette cellule, elle va organiser la négociation et la construction des partenariats. C'est donc elle qui supervise toutes les étapes de contractualisation. Et évidemment, on a plusieurs catégories de contrats en fonction de l'avancement du projet. Bien sûr, des accords, on va dire, préparatoires pour pouvoir échanger de l'information dans le cadre d'accords de confidentialité. C'est assez classique. Ensuite, des contrats plus de partenariat, alors qui peuvent être des contrats de co-développement ou des contrats d'expérimentation de solutions. Et puis enfin, lorsqu'il y a de la propriété intellectuelle, évidemment, on va aller vers des contrats d'exploitation des droits de pays avec notamment des contrats de licence. Alors évidemment, les CHU, et en tout cas Lille, ne travaillent pas seuls. On a un partenariat étroit avec la SATNOR qui notamment accompagne nos projets, en particulier sur le volet de la maturation. Et puis, on travaille également, on a la chance d'avoir un bioincubateur spécialisé dans le domaine de la santé, Eurasanté, qui travaille avec nous sur la structuration et la création d'entreprises. Alors peut-être pour ne pas être trop longue, peut-être pour compléter un peu ce paysage, je voulais aussi évoquer rapidement les tiers-lieux d'expérimentation. Vous savez très certainement que dans le cadre de France 2030, un appel à projet avec un budget assez important, 60 millions d'euros, qui a donc pour objectif de financer des tiers-lieux, et notamment pour répondre au manque de terrain d'expérimentation, qui est une des principales limites qui a pu être identifiée dans le développement de la filière numérique en santé. Donc une trentaine de tiers-lieux vont être progressivement mis en place d'ici 2024. Ces tiers-lieux, ils ont pour objectif, d'une part, de tester l'usage de nouveaux services numériques en santé et en vie réelle, et donc de bénéficier du retour d'expérience des utilisateurs en termes d'impact, d'acceptabilité, d'ergonomie. Ils visent également à mener des études de besoins auprès des utilisateurs, enfin des usagers. Et puis enfin, ils accompagnent le déploiement et l'accès au marché des solutions qui auront fait leur preuve, qui auront fait la preuve de leur impact. Alors, lors d'une première vague qui s'est conclue fin 2022, une dizaine de tiers-lieux d'ores et déjà sont en cours d'installation. Vous avez d'ailleurs accès à cette liste depuis le site Hospihub de la FHF. Et donc, à Lille, on est évidemment fiers de porter l'un d'entre eux qui s'appelle In Situ. Voilà, pour votre attention. Côté APHP, alors, je vais résumer sur la partie data, mais effectivement, la PHP a investi depuis 2017 dans l'entrepôt-données de santé. C'est un investissement lourd. On est à chaque conférence, j'augmente un peu l'argent parce que c'est vrai qu'on en dépense beaucoup. Donc, on doit être un peu plus d'une trentaine de millions d'euros d'investissement sur le DS. Ce qui nous fait une base, alors qui sert d'abord à la recherche académique. C'est 70% à peu près de nos recherches qui se font dans le cadre de la recherche académique, soit que à PHP, soit avec des partenaires, en particulier le HDH. Et puis on a des partenaires pharma et ou des partenariats avec des sociétés, des startups ou d'autres sociétés plus matures. Donc ça, c'est sur la partie data. Alors comment c'est structuré l'innovation? C'est plus compliqué parce que c'est la PHP, donc forcément, on est un peu plus compliqué. On a effectivement une direction de la recherche clinique et de l'innovation qui, finalement, est l'endroit classique et la porte d'entrée assez classique pour tout ce qui est recherche clinique, pour les pharma en particulier, pour tous ces objets-là. Sur la partie santé numérique, on a créé un tiers-lieu à l'Hôtel-Dieu, un des premiers tiers-lieux qui a été créé avec 6 sociétés fondatrices et d'autres sociétés sont en train de rentrer, qui permet de tester, d'expérimenter des nouvelles solutions et on offre un terrain de jeu en fait aux sociétés qui viennent au niveau de la paix. Après, l'innovation elle est aussi interne, donc on a créé au niveau de la direction des services numériques un lab où là, on fait de l'innovation interne, c'est-à-dire on crée des maquettes, ce qu'on appelle des MVP, et ou des projets innovants qu'on peut développer nous-mêmes ou qu'on peut co-développer avec des sociétés externes.
Un des premiers, c'était le portail patient. Là, on est en train de travailler sur la demande de rendez-vous. On a mis en production il y a un mois ou 2 mois. Voilà. Donc, on a des projets sur l'innovation numérique, mais plutôt à partir d'idées de nos médecins ou la demande de nos médecins, de nos professionnels de santé. Donc, voilà, dans un niveau, plusieurs portes d'entrée qui sont possibles pour l'innovation et pour des startups. Là, on est en train à la demande du directeur général, d'essayer de clarifier ça et de mettre en fait des portes d'entrée en fonction de nos clients, qu'ils soient internes, externes. Donc là, le travail n'est pas complètement abouti, mais on devra faire des annonces d'ici septembre, voilà, pour clarifier un peu tous nos portes d'entrée. Mais clairement, pour nous, l'innovation, c'est un élément de motivation interne et c'est un élément de rayonnement, on va dire, de la PHP, l'utilisation. Effectivement, c'est inhérent au CHU. Pour moi, on fait l'innovation parce qu'on est dans un CHU, parce qu'on a des professionnels. Et travailler avec si c'est le thème, c'est des startups ou des labos, c'est normal. Voilà, on est là pour ça. Voilà. Après, sur la partie data, c'est pas si simple que ça. On a le sujet de l'anonymisation. Le côté propriété intellectuelle est quand même compliqué. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'API sur la data, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, on réfléchit, plusieurs groupes de travail actuellement, pour savoir effectivement comment on peut travailler avec les startups et dans quelles conditions d'accompagnement on peut travailler avec des sociétés externes. La réponse n'est pas du tout évidente au départ. Probablement, il y a des réponses en fonction des besoins. On doit être un peu plus adaptatif. Donc, c'est là où on en est sur tous ces sujets-là, pour faire court. Merci. Madame Padelou, vous travaillez pour le groupe Elsan. Et alors, est-ce qu'on passe de la PHP au groupe Elsan? Comment ça des différences, des similitudes, comment ça s'organise? Alors déjà, un petit mot sur le groupe Elsan que tout le monde ne connaît pas forcément. Elsan, c'est un groupe d'hôpitaux privés, donc 140 établissements de santé qui sont répartis partout en France, donc présents dans toutes les régions de France et beaucoup dans des petites villes de province. Donc on a un maillage territorial qui est extrêmement fort. Et donc notre enjeu, c'est d'amener l'innovation justement dans les territoires. Donc, je vais rejoindre ce qu'ont dit les deux précédents intervenants. L'innovation, elle est intrinsèque en fait quand on travaille dans le monde de la santé. On arrive à soigner des gens, on arrive à mieux prendre en charge des patients parce qu'il y a de l'innovation. Et donc, culturellement, on est extrêmement ouvert à ces innovations, à ces professionnels qui inventent des transformations qui vont permettre de mieux prendre en charge les patients de demain. Après, dans la dimension d'innovation, il y a aussi 3 autres axes que nous, on va travailler. On va travailler l'innovation pour les médecins. Comment on facilite leur travail au quotidien? Comment est-ce qu'on leur fait gagner du temps? Comment est-ce qu'on les aide en fait dans leur pratique? Ça passe beaucoup par le numérique, mais pas que. Ça passe aussi beaucoup par quelle transformation organisationnelle autour de ces innovations. Comment on intègre l'innovation dans les pratiques de soins et dans les pratiques médicales. On travaille aussi l'innovation sur le volet organisationnel. Ça peut être digitalisation de circuits. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire là-dessus qui vont permettre de gagner du temps. Et puis aussi pour les salariés, les collaborateurs, ça peut être des professionnels de santé, les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi pour le personnel administratif. Donc, quand on parle d'innovation, on a vraiment, bien sûr, toujours à cœur la prise en charge du patient et comment on va mieux les prendre en charge. Mais il y a aussi tout l'écosystème des soignants, des professionnels autour, qui est aussi très importante parce que ça va finir par bénéficier aux patients. En termes d'organisation, on a une direction de l'innovation qui est en charge de ces sujets. Qui porte une démarche qu'on appelle InnoLab et qui rencontre énormément d'acteurs de l'innovation. On rencontre à peu près 150 startups par an. Donc, ça fait vraiment des volumes très importants parce qu'on screen extrêmement large. C'est un guichet unique et ce guichet unique, on peut y accéder soit directement, soit à travers les établissements du groupe Elsan où des innovations sont présentées et ensuite les besoins sont remontés. Et la priorité à chaque fois, ça va être de dire quel est le cas d'usage, quel est vraiment le bénéfice qu'on va travailler. Et on travaille beaucoup avec les startups sur finalement quel bénéfice on va aller chercher, comment on va démontrer ce bénéfice-là. Et là-dessus, comme nos voisins, on a aussi un entrepôt de données de santé qu'on vient d'avoir comme autorisation de la CNIL. Et un des enjeux justement des années à venir, ce sera dans toute l'innovation qui est numérique, comment on capitalise sur ces datas-là pour arriver à faire les démonstrations de valeur, pour arriver à accompagner les déploiements, pour que ce soit finalement une nouvelle corde à nos arcs, pour arriver à évaluer ces innovations et accompagner leur déploiement. Et puis le dernier élément, ce qui est très important, c'est de faire des expérimentations, parce que l'innovation, on la teste, mais c'est aussi surtout d'anticiper derrière les déploiements.
Et quand nous, on fait des expérimentations et des pilotes, on essaye toujours d'anticiper quel va être le marché derrière pour ces entreprises qui doivent trouver un modèle économique dans la durée. Et donc, avec 140 établissements, on a toujours cette projection vers un modèle industriel et comment on peut déjà anticiper quel sera le modèle opérationnel, quel sera le modèle économique, quel sera le modèle de valorisation pour que, au-delà d'une expérimentation, ça se conclue par des contrats et que ça aide aussi à créer de la valeur pour ces startups et pour le pays. Merci beaucoup. Est-ce que Gustave Roussy, qui est donc encore un autre type de structure, vous avez des spécificités? Alors oui, beaucoup. Donc l'Institut Gustave Roussy, alors juste quelques mots pour situer, c'est le 3e centre de lutte contre le cancer au monde. Donc on ne fait que de l'oncologie. Donc c'est une structure hospitalière de 3500 personnes dans laquelle on va retrouver 1000 chercheurs, 33 équipes de recherche. Et une des forces importantes de Gustave Roussy, c'est son département de recherche clinique. À l'heure où je vous parle, on a à peu près 170 études cliniques ouvertes. Et donc forcément, pour celles et ceux qui sont axés sur le volet data, ça veut dire une mine d'or en termes de data clinico-biologique que effectivement donc, nous cherchons maintenant de plus en plus à valoriser. Alors comment fonctionne pour une start-up qui souhaite se rapprocher de Gustave Roussy? Comment ça fonctionne? Eh bien, Gustave Roussy s'est doté donc en 2000 d'une filiale qui s'appelle Gustave Roussy Transfert que je dirige, en fait, qui est justement dédiée à traiter les problématiques de tech transfert et de valorisation. Et donc, le métier de Gustave Roussy Transfert aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce qui sort de Gustave Roussy, expertise, assets, brevets, etc., donc soit effectivement monitoré et soit géré. Et donc, Gustave Roussy Transfert, finalement, est l'interlocuteur pour mettre en place, finalement, donc, toute la valorisation et tous les partenariats entre Gustave Roussy et la multitude d'entités qui nous sollicitent, que ce soit les startups, mais aussi les big pharma, petites pharma et tout autre type de partenaires publics, privés. Alors, à Gustave Roussy Transfert, en fait, on s'occupe principalement de trois activités. La première, c'est la genèse, la gestion et l'exploitation d'un portefeuille de brevets. On a environ 120 familles de brevets actives actuellement, dont à peu près 70% est sous licence. Le deuxième volet, c'est les partenariats, comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire que sur l'exercice 2022, on a signé 450 partenariats avec à peu près l'ensemble de l'écosystème santé de la planète. Et puis, troisième volet, c'est l'accompagnement des startups qui viennent de l'intérieur, donc les spin-offs de Gustave Roussy. Mais de plus en plus, on s'ouvre aussi, et c'est peut-être ça qui est intéressant aussi pour vous aujourd'hui, vers des startups qui ne sont pas issues de Gustave Roussy, mais qui finalement ont un projet qui répond à une question scientifique. Puisque c'est bien là la première étape à valider, finalement, c'est est-ce qu'une startup qui se rapproche de Gustave Roussy, finalement, développe quelque chose qui répond à une question scientifique non adressée et qui, au final, va pouvoir, un jour ou l'autre, bénéficier aux patients. Parce que c'est la réponse à laquelle, finalement, on doit répondre. Si la réponse est positive, ben là, effectivement, on peut commencer à discuter ensemble et à étudier et à voir sous quelle forme on peut accompagner la start-up qui se présente à nous. Donc ça, c'est évidemment, c'est le travail de Gustave Roussy Transfert. Et en fait, après, on va être ouvert à tout type de partenariat, évidemment. Ça peut être, alors on n'aime pas bien le service, hein, donc c'est généralement de la collaboration, ou qui dit collaboration dit finalement implique une notion de partage quelque part. Alors il est évident que Gustave Roussy n'a pas vocation à exploiter, donc ça on va le laisser faire volontiers aux partenaires industriels, mais on va lui concéder évidemment notre quote-part pour qu'il puisse exploiter. Et puis aussi, on a aussi une façon de faire qui rappelle celle des investisseurs, puisqu'on peut être amené aussi à prendre des participations dans les sociétés, dans les startups qui nous sollicitent, si évidemment on est tous d'accord et si, comme je le redis encore une fois, il y a un vrai intérêt donc pour Gustave Roussy en termes de bénéfices patients au final. Voilà. Donc je dirais pour répondre à la question, comment contractualiser avec nous? En fait, c'est assez facile. Votre porte d'entrée, c'est Gustave Roussy Transfert. Donc moi, je peux effectivement servir à ça. Et donc c'est moi qui serai en charge finalement de vous rencontrer, de discuter avec vous de votre projet et ensuite d'aller sourcer au niveau de Gustave Roussy finalement auprès de quelles équipes je pourrais parler de votre projet et quelles équipes finalement je pourrais intéresser pour qu'elles puissent se rapprocher de vous derrière. Et donc une fois que ça c'est démarré,
Moi, mon rôle après, c'est juste de faire en sorte que tout se passe bien entre vous et que vous puissiez chacune vous épanouir dans des collaborations. Voilà. Donc en fait, Gustave Roussy est un système, est une grosse structure, mais qui de tout temps a été très agile. Et une partie de notre activité consiste à être extrêmement réactif lorsqu'on est sollicité. Voilà. Donc chez nous, ça va très vite, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures, mais en tout cas, nous, on met le paquet effectivement pour être extrêmement réactif. Donc lorsqu'on est sollicité pour interagir avec des jeunes sociétés prometteuses. Voilà. Je pense qu'un débat va s'ouvrir ensuite sur la rapidité. Merci, on verra ça tout à l'heure. Aux Hospices civils de Lyon, je crois que vous avez une autre manière peut-être de faire la dichotomie entre les projets, recherche, innovation. Alors, bonjour à tous, je représente les HCL, je travaille à la direction de la recherche en santé. Alors, Lyon a fait le choix, parmi les établissements CHU, de faire une direction de l'innovation qui est propre et qui est dédiée, avec laquelle on collabore, on est en intense synergie et on met en place des ressources communes. Cependant, il y a eu cette démarche parce qu'on a souhaité structurer l'innovation. C'est Armelle Dion, la directrice de l'innovation, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais comme toutes les deux, il a été choisi que je la représente. L'idée, c'était de créer une direction de l'innovation avec un guichet unique pour que ce soit vraiment le plus facile possible d'identifier le hub d'innovation des HCL. L'institut est vraiment très attaché à l'innovation et j'en veux pour preuve le fait qu'on a un financement dédié pour des projets internes à hauteur de 2,5 millions d'euros, ce qui est un enjeu relativement important, enfin, ce qui montre que c'est un enjeu qui est vraiment très important pour l'institution. Peut-être j'ai oublié de rappeler, l'institution des HCL, c'est 24 000 salariés, c'est 800 médecins-chercheurs. Et pour le coup, ce n'est pas du tout un panorama oncologie donc focalisé, mais on a vraiment un nombre de pathologies et un panorama qui est extrêmement large. On a un réseau de partenaires pour stimuler la créativité et créer des alliances, et on a des rendez-vous réguliers pour diffuser la culture de l'innovation à l'intérieur de l'institution. On a des webinaires, des WebEx, on a tout un programme de formation. On essaie de travailler avec les écoles de management et les écoles d'ingénieurs qui gravitent autour du CHU, par exemple. L'innovation, elle n'est pas exclusivement pour le patient. Alors évidemment, la finalité, c'est le patient 99% du temps, mais il y a 3 volets auxquels nous sommes attachés. Il y a l'innovation numérique et l'intelligence artificielle, mais il y a aussi l'innovation organisationnelle et l'innovation managériale, qui sont 2 axes sur lesquels constitutivement l'innovation est un élément important à capter au sein de l'institution. Et on a vraiment un directeur général qui a en tête le fait que l'innovation managériale est un élément clé, un peu en regard de ce que vous disiez, faire gagner du temps à certaines ressources, rendre le parcours patient plus facile pour les patients et optimiser certaines organisations ou optimiser par exemple la dose intensité ou encore un certain nombre d'éléments de ce type-là. Voilà, et donc pour ce guichet unique, en fait, il y a un hub unique. Après, c'est réparti par les équipements médicaux innovants, les DM stériles, le numérique et l'intelligence artificielle, tout ce qui est impression 3D, c'est un guichet c'est une équipe particulière, et puis l'innovation organisationnelle et managériale. On est vraiment en lien direct avec ce guichet unique. C'est la direction de l'innovation qui s'occupe de tout ce processus-là et qui porte les projets au directoire directement de notre institution. Et ensuite, ces projets qui ont été retenus par le en collaboration avec le directoire et donc qui sont dans la phase institutionnelle où ils ont été agréés, eh bien, la direction de la recherche en santé dans laquelle je travaille met en place un fast track pour essayer de qualifier, puisque vous savez qu'il y a un sujet de qualification, parfois investigation clinique, parfois dispositif médical, parfois encore autre chose. Et donc, pour instruire la qualification d'un projet le plus tôt possible, on y met des ressources qui ont l'habitude réglementaire en recherche clinique, par exemple, au service de l'innovation. Et on met aussi des personnes qui connaissent très très bien le panorama, l'environnement et l'écosystème d'innovation et les incubateurs pour permettre à la fois d'aller plus vite, mais de ne pas se tromper dès le départ et d'instruire le mieux possible dès le départ les projets. Peut-être en quelques mots, on a 94 projets soumis sur 12 mois sur ce volet de l'appel à projet interne. On a en fait en grande majorité des PH et non des PUPH qui pour nous déposent des projets. On a 29% de porteurs qui sont des femmes. Des porteurs qui ont moins de 40 ans dans 29% des cas aussi. C'était pour vous donner un peu les gens qui déposent dans notre appel interne.
On a 10 intrapreneurs formés à l'EM Lyon, qui est l'école de management qui gravite autour du CHU. Voilà un peu pour les éléments macro. On a 4 plateformes d'innovation transversale et thématique. Une sur le numérique en santé qui s'appelle Platine, une sur la robotique qui s'appelle Station H, une sur l'impression 3D comme vous l'avez dit tout à l'heure, et puis une sur la banque de données imagerie et biologie, intelligence artificielle qui s'appelle Colibri. Peut-être nous, là où on est, à mon sens, le moins avancé, que ce soit côté innovation ou recherche en santé, puisqu'on travaille conjointement, c'est sur justement la façon de valoriser, soit de manière immédiate, puisque on va dire que si on prend certains besoins, il y a des big pharma qui, pour un accès précoce, ont absolument besoin d'avoir en un temps très court des données populationnelles qui sont extrêmement précises, qui doivent être bien structurées, bien chaînées pour montrer le lien entre une population de développement clinique et une population cible de la vraie vie. Ça, c'est une demande. Et on a par ailleurs d'autres demandes qui sont complètement différentes, qui peuvent toucher la sécurité ou la santé sanitaire, enfin tout l'aspect sanitaire et sécurité sanitaire, qui sont des datasets qui sont extrêmement différents, avec des systèmes qui sont encore plus variés. Et donc on a vraiment un sujet d'essayer de mieux comprendre et de mieux instruire avec nos pairs et l'environnement les sujets de valorisation court terme et de partenariat plus long terme sur les données de santé en général et même sur les données de pilotage. Voilà. Mon micro. Je vous en prie. Donc, je m'en prie. Donc, moi, Jean-Christophe Calvo, donc, je suis en responsabilité d'un département au niveau du CHU de Nancy. Et comme vous le voyez, j'ai un nom beaucoup plus long que la PHP. C'est une première victoire. Et j'ai en responsabilité les services du numérique et les équipes biomédicales. C'est un choix qu'on a fait il y a 4 ans et demi maintenant, en fait, de fusionner les équipes sur surtout une problématique de mieux exploiter la data. Et également à volet cyber, mais principalement c'était ça, pouvoir avoir une logique à un moment donné de rattachement de la data systématiquement aux patients pour pouvoir après l'exploiter dans les différentes phases. Donc on a lancé, il n'y a pas si longtemps que ça, en vous écoutant finalement la démarche nous autour de l'innovation et de la structuration de l'accompagnement à l'innovation. Donc la manière dont on l'a pris, c'est au travers de différents axes. Le premier axe, c'est un projet qui s'appelle IRIS, c'est un institut de recherche et d'innovation en santé. Donc en fait, c'est un bâtiment qu'on est en train de construire, accompagné financièrement par la région, pour pouvoir créer en fait un espace et un lieu d'échange et un lieu d'accueil, puisque dans cet institut, il y a déjà une première brique qui a été construite qui s'appelle l'hôtel à projet, et en fait qui est un lieu où on va accueillir des sociétés, des startups, avec l'objectif de pouvoir les rapprocher des professionnels de santé, de leur mettre à disposition de l'expertise, et au travers de ces temps d'échange, de pouvoir en favoriser des collaborations que j'expliquerai un petit peu plus tard. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui va être plutôt partenariat, indépendamment de un peu ce catalyseur d'hôtel à projet, des partenariats plus classiques avec des industriels qui ont déjà des solutions matures, ou des partenariats avec des startups, où là l'objectif va être de pouvoir de tester et de tester sur le terrain, avec une relation qui va être gagnant-gagnante naturellement pour le patient, mais également pour l'établissement et naturellement pour la société qui nous accompagne. Le troisième sujet, c'est la formation, parce que c'est un des enjeux. C'est un des enjeux sur le numérique. On a parlé rapidement d'intelligence artificielle, mais c'est un des axes aussi qu'on a développé. Et dans cet hôtel à projet, on a travaillé pour accueillir une école d'intelligence artificielle. Donc, je pense que certains d'entre vous ont entendu parler des écoles d'intelligence artificielle que Microsoft a implantées un peu partout sur le territoire. Voilà, on a travaillé pour accueillir l'école d'intelligence artificielle à Nancy, avec une teinte très fortement sur la santé, portée sur la santé, sur lequel on a 2 premières promotions, avec cette idée, c'est des nouveaux métiers, c'est des métiers qui sont compliqués à recruter, et que du coup, il faut essayer de favoriser leur développement, les prendre dans le cas d'alternance, puisque c'est une école qui est basée sur de l'alternance, avec un cycle long d'alternance d'1 année et demie, et du coup de les intégrer dans nos équipes, pour pouvoir non seulement nous faire partager leurs compétences, et aussi pouvoir nous les former encore plus à la santé, et qu'on se dote ainsi de compétences pour pouvoir développer nos projets. Et le quatrième sujet va être plutôt l'animation. Donc chaque année, alors il y a eu le Covid qui est passé par là, mais chaque année, on organise un forum annuel autour de l'intelligence artificielle, avec cette idée de faire intervenir aussi des startups qui ont développé des usages ou qui vont développer de nouveaux usages, et un petit concours au passage avec une rémunération, c'est plus symbolique, mais voilà, ça nous permet de rassembler des sachants, et puis de faire bénéficier à la fois l'interne et à la fois l'externe et l'écosystème autour de la région de Nancy
sur un peu ces réflexions autour de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Donc concrètement, cette démarche, cette stratégie qu'on a mis en place, elle a donné lieu à un guichet unique. Alors, je ne vais pas faire révolutionnaire puisque ça a beaucoup été évoqué. Un guichet unique qui est composé de 3 structures, donc le numérique, donc moi en l'occurrence, la stratégie, puisqu'on a un département de la stratégie qui porte tous les projets un peu de réorganisation, transformation, définition d'une politique territoriale, donc où il y a un directeur qui est chargé d'innovation dans ce département-là, qui fait partie de cette brochette, et la recherche. Et donc ce guichet unique, on l'a mis en place initialement dans un objectif surtout de capter les besoins en interne, parce qu'on voyait bien qu'en fait on a les bonnes idées, les talents sont aussi beaucoup sur nos médecins, sur nos soignants qui ont des idées parce qu'ils sont confrontés tous les jours à des problématiques et ils imaginent la manière d'y répondre. Et on voyait que c'était une vraie difficulté de comment transformer cette idée, ou alors peut-être déjà avoir développé cette idée, mais comment la tester sur un environnement réel. Et donc on a mis ce guichet en place pour pouvoir les recevoir, les accompagner. Alors des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste j'ai développé une application, je veux la mettre sur le store, comment est-ce que je fais? J'ai besoin du coup d'un accompagnement là-dessus. Des fois, c'est plutôt une logique, j'ai une idée, j'aimerais la structurer, j'ai besoin de financement, donc est-ce que je peux m'accompagner? Et là, on va travailler ensemble, notamment aussi pour exposer ce besoin, aller chercher des fonds ailleurs, et on voit que ce soit au travers d'appels à projets nationaux ou alors de fonds régionaux, notamment des fonds européens qu'on appelle le FEDER, finalement, il y a une manne financière qu'on peut plutôt bien exploiter. Et puis, voilà, l'objectif, c'est de recueillir ces idées, de les challenger, parce que alors, ça a commencé par l'interne et maintenant on est forcément sur l'externe et on voit que vous avez besoin de pouvoir travailler avec nous. Alors on a parlé rapidement de la data, mais effectivement c'est pas si simple, mais c'est l'enjeu auquel on va devoir normalement concrétiser dans les temps à venir, mais challenger aussi toutes ces idées pour mesurer celles qui ont vraiment un impact, celles qui ne sont pas déjà traitées finalement au travers d'une solution qui est déjà achetable et que finalement on redévelopper quelque chose qui existe déjà sous une autre forme, faire un peu de tri là-dessus et puis pouvoir un peu accompagner tout ça. Et au travers de ça, dans cet tel projet, à un moment donné, on va soit être sur de l'accueil et puis de la mise en relation, soit créer des structures. Donc on a créé un premier GIE il y a 2 ans, un groupement d'intérêt économique, donc créer une structure à la fois avec le CHU et à la fois avec la société, et notamment pour pouvoir répondre à des appels à projets qui nécessitent un partenaire public, un partenaire privé. Et là, on va être en plein dans le programme Innovation 2030, où on voit tout l'enjeu de pouvoir se structurer pour aller chercher des fonds et pouvoir en bénéficier et développer de nouvelles choses. Donc, pour répondre à la question de départ, comment contractualiser, ça va dépendre. Effectivement, soit on est dans une relation commerciale standard, mais il y a besoin de mettre de développer un prototype sur un CHU ou de tester un prototype sur un CHU, et on voit bien que la fenêtre d'un CHU est extrêmement importante sur la carte de visite parce qu'on est sur un volume de données, on est sur une complexité beaucoup plus importante. Donc là, on va être dans une relation peut-être plus contractuelle simple, soit financière, soit même pas financière, de tests gratuits avec du gagnant-gagnant pour les 2 acteurs. Soit on va être dans ce que je vous ai expliqué, de l'accueil simple, la mise en relation, du partage de données dans un périmètre sécurisé dans l'écosystème du CHU. Soit on va être dans une création d'une structure et qui va nous permettre d'aller et d'avancer un peu plus rapidement. Donc, comment contractualiser? Nous contacter. Alors, je suis très humble dans la démarche parce que c'est quelque chose qui date maintenant de 4 ans et on l'améliore au final. Comme je l'ai dit, on a commencé par l'interne et finalement, on l'améliore, on apprend et on voit que la disponibilité de dédier des ressources, et c'est un de nos enjeux, est clé aussi pour pouvoir passer de la bonne idée du guichet et vraiment un accompagnement fort. Et là aussi, les financements servent aussi à ça, de pouvoir nous structurer nos équipes, financer nos équipes pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Merci pour ce panorama de vos expériences et de comment aujourd'hui vous avez structuré au sein de vos différents établissements l'innovation et la recherche. Sauf s'il y a des questions spontanées, là, ou avec une envie de poser une question tout de suite, je vais peut-être commencer. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut travailler avec vous, est-ce qu'il y a des prérequis, un socle incontournable de maturité, de questionnement, de structuration juridique qu'il faut avoir déjà développé avant de venir vous voir, ou est-ce que si on vient avec une bonne idée, c'est suffisant pour pouvoir en discuter? On va le faire dans le sens inverse. Donc, pas spécialement une maturité nécessaire. L'exemple du GIE que je vous donnais, en fait, c'était un médecin chez nous qui était sur tout ce qui était respiratoire, qui avait déjà créé sa propre structure. En fait, il y a énormément finalement de personnel, alors plutôt médecins, qui finalement ont développé des structures, des fois juste avec 1 ou 2 personnes. Et ils avaient développé une activité sur les semelles connectées. Et au final, le GIE qu'on a créé
eh ben, on est en train de développer des dispositifs plutôt sur le respiratoire qui n'a rien à voir avec l'activité initiale. Et la personne n'était pas venue spécialement avec cette idée-là. C'était plutôt, voilà, moi je veux plus travailler avec le CHU, j'ai besoin d'accéder à de la donnée, j'ai besoin de mettre en place des protocoles de recherche sur des cohortes de patients. Donc comment est-ce que je peux faire? Et puis une fois qu'on avait réfléchi autour de ça et qu'on avait vu que ça matchait, du coup là on a commencé à regarder les besoins, qualifier les besoins et puis d'avancer dans une direction. Donc en tout cas, nous concernant, c'est au contraire le niveau de maturité, s'il est très élevé sur la solution, on sera dans la case relation commerciale et on ne sera pas dans la case co-développement. Mais je ne dis pas que ce ne sera pas un intérêt pour nous de le tester, mais du coup, si on veut co-construire quelque chose de totalement innovant et n'existant pas, c'est plutôt le principe, la bonne volonté, et puis qui va permettre un peu d'avancer. D'accord. C'est celui-là qui marche. Alors, de notre côté, pour la partie contractualisation, comme on a un guichet unique, de toute façon, c'est la direction de l'innovation qui s'occupe de toute cette partie-là avec la ressource habituelle juridique et contractuelle de la recherche en santé. Donc, on travaille, c'est ce que je vous disais, vraiment en synergie. Après, je pense que ce qui est le plus complexe, en fait, c'est d'être certain qu'on a un besoin qui est bien en adéquation avec quelque chose dans notre institution et qui répond, là je rejoins complètement votre idée, qui répond à en fait, quand on a une question qui est apportée par une start-up à laquelle on est capable de répondre et qui sert la visibilité de l'institution et qui remplit la problématique d'un patient, en général, ça fast-track beaucoup la capacité à contractualiser puisqu'on a une mise en mouvement qui est assez rapide à l'intérieur de notre institution. Quand le besoin initial il n'est pas si criant, entre guillemets, il faut tout ce travail d'ajustement pour savoir si le besoin, en tout cas la solution qui est proposée par une start-up, a une application directe au patient ou alors à son patient journée, c'est-à-dire à son parcours de soins, ou alors à une application directe pour un soignant. Et c'est ce travail-là qui peut prendre, pour moi, un temps élastique qui est un peu différent du temps formel contractuel. Pour ce qui est de la contractualisation de la fenêtre CHU actuelle, c'est peut-être probablement la partie propriété intellectuelle et puis licensing qui n'est pas forcément l'endroit où on est le plus à l'aise en termes de contractualisation. Et après, pour ce qui est de la contractualisation, pour imaginer développer des essais cliniques décentralisés, par exemple, ou un certain nombre d'innovations dans le pan de la recherche clinique, ça nous semble bien plus trivial à l'heure actuelle. Pour faire très rapide, comme vous venez de le dire, nous, d'abord, en tout cas, le point d'entrée, c'est est-ce que le sujet qui est proposé revêt un intérêt pour le patient au final. Voilà, ça, c'est vraiment le leitmotiv. Après, on va prendre des projets très, très en amont, très, très peu matures, y compris à des stades de l'idée, parfois, et qu'on va accompagner. Ça marche plus. Si. Je vous ai dit qu'effectivement, on pouvait prendre des participations, on pouvait être cofondateur des sociétés, et puis on peut aussi accueillir des projets plus matures qui répondent toujours à un besoin scientifique, qu'on peut aussi accompagner, par exemple, dans la réalisation de la première étude clinique. Par exemple, on a aussi des ressources à Gustave Roussy qui permettent effectivement de vous accompagner. Et on sait que c'est compliqué, hein, la première étude clinique pour les jeunes sociétés. Donc ça aussi, on peut le faire. Donc je dirais que en fait, tout est possible, du projet, de l'idée même, quasiment embryonnaire, jusqu'à finalement quelque chose qui est déjà constitué sous la forme d'une société qui pourrait être prêt finalement à aller en clinique. Du POC au déploiement, en fait. Je dirais que quand on est sur des stades avant société, on est plutôt sur des idées de l'interne. Et là-dessus, nous, on a deux types de réponses qu'on apporte. Quand on commence avec une idée, il faut la faire germer. Donc, nous, on propose de mettre en place des hackathons pour pouvoir alimenter les idées et puis les faire grandir comme des petites pousses. Et quand elles sont prêtes pour passer sur des sociétés, ce n'est pas notre métier, mais nous, on travaille avec un VC, en fait, qui accompagne du coup ces idées qui viennent de l'interne pour justement les faire passer de l'idée à la société, pour qu'ensuite ça devienne une start-up, justement. Donc ça, pour moi, c'est plutôt le volet interne, en tout cas dans notre expérience. Et après, sur les startups qui viennent nous voir, il y a tout niveau de maturité. Pour moi, le point un peu clé, c'est la validité clinique. Et c'est là où on a aussi beaucoup d'échanges. On nous propose parfois des produits qui sont dits déjà testés, déjà validés cliniquement. Et en fait, en creusant, on se rend compte que la validité clinique n'est pas forcément aussi solide que ce qu'on pensait, ou alors elle n'est pas aussi large, aussi transverse. Et donc, c'est là où nous, on a beaucoup d'échanges. Et pour nous, il y a vraiment deux cas. Soit on est dans le cadre où il faut faire la preuve de la validité clinique, et c'est la recherche. Soit la preuve a déjà été faite, et dans ces cas-là, on passe dans le monde du soin. Et en fait, cette frontière entre les deux, elle est
je trouve un peu difficile et on passe beaucoup de temps dans les échanges à se demander dans quelle catégorie on est pour qu'ensuite on ait le bon accompagnement. Si on est sur de la validité clinique, ben, on passe dans un mode de recherche, essai, étude. Si on est vraiment déjà sur quelque chose qui a fait ses preuves, là on passe dans le soin et donc c'est plutôt une expérimentation avec la mise en place auprès des patients et le travail autour de l'organisation. Non, c'est les mêmes réflexions. Après, je pense que sur le numérique, c'est un peu plus compliqué en fait. On est assez habitué sur la partie médicaments, sur la partie DM, dispositifs médicaux. On sait gérer les brevets, les machins et trucs. On prend aussi des participations. Alors, on a 2 participations actuellement, ce qui n'est pas simple aussi, parce que comme on valorise cette participation, non pas initialement, mais dans le temps. Par exemple, quand vous amenez des données, voilà, c'est pas au début que vous les amenez, c'est dans le temps que vous les amenez dans la construction de l'IA. Donc on a cette problématique le numérique est plus compliqué parce qu'il évolue beaucoup plus vite, beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. On voit par exemple sur tout ce qui est algorithme d'IA, nous on doit avoir, je sais pas, là actuellement sur la radio, je dois avoir une quinzaine d'expérimentations et c'est sympa parce qu'on ne les paye pas. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes d'IA utilisés par nos radiologues fournis gratuitement. Et ça, c'est sympa. C'est mortel pour les sociétés. S'ils ne font pas de chiffre d'affaires, ils ne font pas de business, on les tue. Donc on va utiliser un truc qui est super, qu'on ne paye pas, et donc elles vont mourir. Et ça, c'est la paix. Hein, donc c'est assez... en phagocyte. Non, mais je l'ai souvent dit à des sociétés, voilà, c'est quoi votre modèle économique derrière? Construisons le modèle économique. Si on ne construit pas le modèle économique au départ, si on n'y réfléchit pas, ok, vous êtes super content parce que vous allez mettre votre nom avec un K-leader qui va dire IA développé avec le PU, machin, etc. Et sur des données fantastiques. À la paix, il y a des données fantastiques. Non, j'ai travaillé 4 ans à Gustavo aussi, donc je peux me permettre. En tant que DSI. Non, mais je dis ça, c'est OK, une fois qu'on a fait ça, mais voilà, c'est un peu... donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de construire. C'est comment on accueille toutes ces sociétés-là, parce que ça nous intéresse, qu'on en a besoin, mais tout en retrouvant un modèle économique assez vite pour qu'elles dégagent du business, parce qu'on a un intérêt, nous, à ce qu'elles prospèrent et elles fassent du business derrière, et pas en disant c'est gratuit à la paix, c'est les autres qui vont payer. Ça, c'est souvent l'illusion que j'ai à un moment, c'est non, on doit participer à ça, et peut-être que le retour sur investissement, c'est peut-être de la propriété intellectuelle, c'est peut-être de l'investissement initial, c'est peut-être autre chose. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé le bon modèle. Je n'ai pas le truc qui accroche, où on se dit, là on a gagné ce bon modèle. Après, sur la partie data, c'est pas simple. On ne peut pas vendre de la data. Ça, Emmanuel me l'a dit. On ne peut pas vendre de la data. Loi de 2019, l'European Data Space, je sais pas. Alors, on vend du service. Alors, c'est beaucoup plus fin. Là, vous voyez, on rentre dans un truc plus... Voilà, donc on essaye de faire un catalogue avec eux, là, on va définir tous les services, un prix, etc. Mais vous voyez, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. Et je pense que c'est la bonne approche en plus. Hein, j'en suis convaincu que c'est la bonne approche. On ne va pas vendre des lignes de data. Et ça, et comment on se positionne par rapport justement à ce milieu économique, à ces startups, sur ces services qu'on va offrir au niveau des startups et au niveau des startups aux plus grosses sociétés. Alors non, on adore travailler avec les startups, on adore travailler avec les plus grosses sociétés qui ont beaucoup plus d'argent. Hein, et donc, ils peuvent nous payer beaucoup plus cher. Donc voilà, donc c'est tout ce modèle-là qu'on essaie de créer en modèle économique. Je dirais qu'on tâtonne tous en ce moment, en tout cas moi sur la partie data, on tâtonne. On voit bien qu'il faut qu'on y aille. Et voilà, c'est le chemin qu'on est en train de trouver. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait trouvé complètement le chemin actuellement. Quand on regarde en France, en Europe ou dans le monde, c'est un des sujets qu'on est en train tous de travailler pour trouver les bons modèles d'utilisation de toutes ces données-là et comment on fait travailler un modèle économique autour de cela. Et c'est un élément important de France 2030, c'est comment on crée un écosystème en fait, derrière d'activité économique à travers la partie data. Et c'est pour ça qu'on a demandé, pour terminer, et c'est là où la discussion qu'on a eue avec Bercy, avec beaucoup de gens, c'est pas de l'argent santé qui doit financer ça. C'est un vrai sujet d'investissement, investir dans les entrepreneurs de santé hospitalier, c'est ce qu'on a défendu.
j'espère pour ça que c'est un peu la BPI a mis un peu d'argent, pas assez, mais un peu d'argent, c'est que c'est un investissement économique et pour créer un écosystème. Donc c'est ça la conviction qu'on porte, je crois, peut-être tous, et en tout cas au niveau des CHU, en tout cas c'est cette conviction-là qu'on a défendue, c'est que ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas que pour le soin, c'est aussi la création de valeur par ailleurs. Peut-être juste, effectivement, on ne peut pas vendre de data. Et je pense que d'ailleurs, c'est complètement légitime parce que l'utilisation de la data demande très souvent une expertise scientifique, un accompagnement. Et donc, au final, je pense que c'est une réponse à la fois réglementaire, mais assez normale. Peut-être aussi, alors je réévoquerai tiers-lieu, parce que finalement, les sujets d'innovation en santé numérique ont aussi besoin de terrains d'expérimentation qui ne sont pas qu'hospitaliers, puisque très souvent, finalement, on développe plutôt des solutions qui cherchent à faire le lien entre l'hôpital, le domicile, la ville. Et donc, ça, c'est un des éléments, en tout cas, que peuvent apporter la mise en place de ces fameux tiers-lieux qui, encore une fois, fédèrent un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas que hospitaliers. En tout cas, c'est le cas du projet à Lille In Situ, et qui ont bien pour objectif de proposer les bons terrains d'expérimentation pour ces solutions numériques, et donc y compris, encore une fois, avec des acteurs de la ville et du domicile. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, merci beaucoup. Je suis Armelle Gracier, SNITEM. Ce que j'entends assez régulièrement de certains de mes adhérents qui développent des solutions d'IA, quand elles veulent contractualiser avec des établissements pour avoir accès à de la donnée, et j'ai bien compris que vous ne vendiez pas de données mais du service, néanmoins elles contractualisent avec les établissements. Souvent elles se fatiguent et laissent tomber au bout de 6-8 mois parce que la contractualisation prend un temps infini et elles vont chercher les données ailleurs en fait. Donc comment est-ce que vous pouvez agir pour que toute cette partie juridique ait un délai normal qui permette aux entreprises, aux petites parce que c'est leur survie et aux grosses parce qu'elles se disent si ce n'est pas en France, on va les chercher ailleurs et on perd beaucoup de valeur dans notre pays en grande partie à cause de ça. Ouais, alors d'abord parce que l'environnement juridique n'est pas simple pour vous et pour nous. D'accord, mais il n'empêche que, enfin, on est en France, donc pour le moment, il n'est pas simple. Donc, ce que font mes collègues américains, encore pour en discuter, mais il n'est pas simple ici. Donc, si vous voulez, donc on a du mal à stabiliser nos trucs. On essaye de gagner quelques mois là en ce moment pour avoir des espèces de contrats types. Et c'est effectivement la définition de service pour se dire, effectivement, une start-up, elle vient. Alors maintenant, on est sûr on signe un MOU, enfin un MOU au départ, puis après, on va un peu plus loin. Donc, on essaie d'accélérer pour au moins se mettre d'accord sur un cadre. On dit aussi assez souvent non à des sociétés qui nous demandent, par exemple, l'export de données. Ça, on dit non. Voilà, les choses. Donc, on a eu plusieurs, effectivement. Et donc, après, ils disent, mais c'est pas facile de contractualiser avec l'AP. Ben non. Pas facile parce que on n'ira pas faire l'export de données vers telle ou telle chose, etc. Et donc, on va bloquer un certain nombre de choses. Donc voilà, donc c'est l'explication juridique aussi et un environnement juridique un peu complexe et à nous aussi de travailler, mais et aussi aux sociétés de leur dire oui, ça ne se fait pas en 15 jours. Quoi. Il y a un petit peu d'éléments. Et troisièmement, il y a des sujets techniques, pardon. Il y a quelques sujets techniques, on n'a pas les datas, il faut les faire venir. Nous, on travaille sur la qualité des données. Et puis, j'ai un pipe, quoi. Moi, j'ai 270 études. J'ai un backlog de 100 études, là, actuellement. Et pourquoi je vais prioriser la start-up qui vient là plutôt que l'étude du professeur X qui a lancé une grande étude clinique? Donc là, on est en train de travailler sur la priorisation, c'est-à-dire que quelles études j'avance. Et ce n'est pas parce que je suis payé que je vais le mettre en numéro 1. C'est mieux. Hein. Mais je dis tout de suite, ça donne des points en plus. Voilà. Je suis assez vénal dans ce truc-là. Mais vous voyez, c'est aussi ça un peu. Voilà, il faut qu'on y travaille. On est des CHU. Et moi, 70%, je disais tout à l'heure, de mon activité, c'est de la recherche académique. Et c'est de la bonne recherche clinique. Et donc, quand je vois une start-up, je ne dis pas forcément oui. Et je leur dis oui, peut-être, mais on vous mettra dans le backlog. Et c'est dans un an.
Et c'est comme ça, si vous voulez travailler avec nous, tant mieux, si vous ne voulez pas travailler avec nous. Mais voilà, donc c'est aussi ça, des fois, on a des demandes un peu complexes. Et troisième élément de réponse, c'est qu'on essaie d'industrialiser nos sujets. C'est-à-dire qu'on essaie de bien vous comprendre quelles sont vos demandes et savoir si on ne peut pas les génériquer. Et ça, on y travaille actuellement, c'est se dire, est-ce que finalement vos besoins, on ne sait pas les industrialiser parce que vous aurez besoin à peu près tout le temps de la même chose, différentes sociétés, c'est un travail qu'on peut faire avec le système ou avec d'autres, pour se dire, je ne vais pas recréer le monde à chaque fois, parce que c'est des mobilisations de data scientists, c'est des mobilisations de réflexion, etc. Donc c'est tous ces éléments-là. Je crois qu'il ne faut pas tout nous retourner, il faut aussi un petit travail en commun en amont pour qu'on vous comprenne mieux, que vous nous compreniez mieux et qu'on avance sur ces sujets de contractualisation, de respect du RGPD, les petits sujets de pays, vous voyez, un petit truc avant. On doit peut-être éclaircir un peu le sujet ensemble. Alors, c'est vrai que le sujet du timing, c'est un sujet qui est très important et historiquement en France, on n'est pas forcément les champions du timing par rapport à d'autres pays. Moi, je vois quand même des améliorations. Depuis que la CNIL a autorisé des entrepôts de données de santé, on gagne quand même du temps parce qu'avant cette modalité d'entrepôt de données de santé, il fallait contractualiser avec chaque établissement, il fallait constituer des jeux de données qui étaient ad hoc. On ne pouvait pas vraiment digitaliser la constitution. Mais une fois que les données étaient collectées propres après des mois et des mois de travail, on ne pouvait plus les réutiliser. Donc c'est vrai que ça prend encore du temps, mais je trouve que la modalité entrepôt, pour le coup, elle apporte vraiment quelque chose en plus parce qu'on peut capitaliser sur l'effort de structuration, parce qu'on a un cadre juridique du coup, qui est clair et qui permet d'accélérer les choses. Et même s'il y a encore beaucoup à faire, je trouve que c'est déjà une belle avancée. Juste 30 secondes pour compléter, et ça rejoint ce que vous disiez, il faut savoir que les sociétés qui nous approchent, en fait, parfois elles veulent un peu tout rapidement et sans contrepartie. Il faut bien savoir qu'on a des problématiques de ressources importantes, à Gustave aussi, mais je pense dans les CHU de la PHP, c'est la même chose. Et il faut bien savoir que nous ne sommes pas des fournisseurs de données. On aspire à collaborer, à co-développer des choses. Et ça, il faut que les sociétés qui nous approchent le comprennent. Si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce grand principe, on ne peut pas aller plus loin. Pour finir, nous, on a des partenariats avec des sociétés majeures dans l'IA. Et quand on arrive à se mettre d'accord sur ces principes-là, je vous garantis que ça ne prend pas 8 mois et qu'on arrive en fait à trouver une solution pour travailler ensemble. Mais simplement, il faut que tous ces acteurs-là acceptent qu'on n'est pas une entreprise et donc il faut qu'elles financent des ressources si elles veulent que nous, derrière, on joue le jeu de la collaboration. Merci beaucoup à tous et tous. Je vais essayer de poser la question vite, mais je ne sais pas s'il y aura vraiment le temps pour la réponse. C'était très clair sur la partie structuration de l'innovation et de la manière de contractualiser. Moi, la question que j'aurais, c'est plus sur la doctrine que vous avez entre le choix d'un développement interne et la contractualisation avec des solutions qui existent déjà. Alors je vais revenir sur l'élément trivial, c'est qu'est-ce qui apporte le plus aux patients. C'est-à-dire que si la solution interne qu'on a, elle n'est pas suffisamment adaptée et elle nécessite un ajustement avec une start-up, et si on a un scientifique ou quelqu'un qui est médico-scientifique qui est en capacité de montrer que ça a un intérêt pour le patient, que le gap franchi avec un interlocuteur externe, il est décisif pour le patient, décisif pour le projet de recherche, eh bien, on a une attitude fast-trackante. Et si on doit prioriser des ressources, on a des ressources limitées et on essaiera de faire en sorte d'avoir des ressources qui soient au rendez-vous, étant entendu que pour rebondir sur ce qu'a dit M. Javot, on est dans un impératif de prioriser des ressources perpétuellement. Ça m'arrive 5 fois par jour au minimum. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet de qu'est-ce que, par rapport à un processus interne, une amélioration majeure qui arriverait de l'extérieur et qui pourrait se connecter à notre architecture interne, on ne voit pas comment on pourrait la refuser. Et on va essayer de tout faire pour la mettre en œuvre. Et si le gap entre la solution interne et ce qui est proposé par quelqu'un externe n'est pas suffisant pour le patient, alors on est dans une dynamique où on ne va pas pouvoir déployer des ressources, le maximum de ressources qu'on a pour un gap qui paraît pas suffisant pour un certain nombre de personnes dans la communauté scientifique. Vous avez mis 2 solutions, il y en a une troisième, pardon, vous avez oublié la troisième. Là, vous dites c'est soit on achète, soit... Non, open source. Ça peut être du co-développement. Non, mais là, on a fait le choix, nous, sur l'entreprise de santé, de mettre tout en open source. C'est un choix.
et on veut élargir la communauté. Alors, on a des partenariats industriels, on en a signé un avec OVH pour augmenter et animer cette communauté open source. C'est un vrai choix qu'on a fait de direction générale. On a dit sur ce sujet-là, en 2017, il n'y avait pas de solution, pas beaucoup de solutions sur le marché. On est plutôt parti sur du dev. Et la discussion qu'on a eue il y a 2 ans au niveau du DG, c'est est-ce qu'on essaie de valoriser ça, d'en faire un logiciel interne, etc. Non, on a fait le choix de l'open source. Et ça, c'est un vrai choix stratégique pour la PHP. Parce qu'il nous semble plus important que la communauté autour de ces outils-là augmente plutôt que de, on va dire, essayer de valoriser. Et puis, je suis désolé, toutes les boîtes qui viennent là sur les données, la première chose qu'ils me disent, le logiciel d'anonymisation, le NLP, enfin, on fait tous la même chose, hein, pardon. Moi, le logiciel, enfin, les machins d'anonymisation que vous faites tous, ils sont super. Mais bon, peut-être que si on travaille en open source et pour faire craquer un peu ce sujet-là, ça irait peut-être plus vite. Pareil pour le NLP. Donc, c'est une vraie stratégie qu'on a. Et ce n'est pas quelque chose, et vous perdez du temps, vous, pour aller faire de l'anonymisation. Moi, je travaille là, par exemple, j'ai un sujet sur l'anonymisation des échos, parce que j'ai un chercheur qui me demande 13 000 échos cardio, etc. C'est pas simple. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais acheter un produit? Est-ce que je le fais sur je développe et je le mettrai en open source? Et ça, c'est des vrais choix. Et je trouve que dans les choses innovantes, le choix de l'open source est un choix assez gagnant. Et d'ailleurs, vous avez pas mal de grandes sociétés qui se sont développées autour de l'open source et ils offrent des services autour. Et je trouve que là, on serait plus intelligent collectivement de faire ce choix-là. Et voilà, c'était dans les... Non, mais là, je parlais de l'innovation en numérique santé et sur un certain nombre d'éléments, si c'était ça la question. C'est est-ce que j'achète ou pas? Oui, par contre, une prothèse de hanche, je ne vais pas faire de l'open source. Pardon. Je vais essayer, mais ça va être plus compliqué. Ou un défibrillateur. On est d'accord, je parle bien de ce sujet-là derrière. Mais alors on a peut-être tort, hein, mais moi j'ai porté ce choix-là au niveau de l'AP et j'ai convaincu mes 2 directeurs généraux l'un à la suite de l'autre pour garder ce choix-là. Et vous regardez sur GitHub, vous avez pas mal de choses. Et là on en republie encore, on fait une série cet été là, pour travailler là-dessus. Et la communauté est en train de grossir et on demande à des partenaires industriels de venir travailler là-dessus. Et quand il y a quelqu'un qui vient qui me dit je fais OK dans là-dessus, puis j'ai une partie de la valeur qui est sur du NLP ou sur de l'anonymisation, je dis bon, est-ce que j'ai besoin moi de repayer la même chose sur un truc où d'ailleurs je suis vachement meilleur que toi sur l'anonymisation, on est super bon. Et donc voilà, vous voyez, c'est des trucs comme ça sur lesquels il faut peut-être réfléchir de manière un peu plus commune. Pour conclure le point là, je pense qu'on n'a pas de doctrine spécifique par rapport à ça. Ça va dépendre du besoin qui est exprimé, des solutions qui existent, de notre capacité à l'apporter, de notre disponibilité à l'apporter en termes de ressources. Et à chaque besoin, il y a une réponse. L'informatique hospitalière, elle est fortement faite de produits. Elle est très peu faite de développement. Les développements sont portés par d'autres. Après, effectivement, il y a tout ce qui est maintenant innovation, qui est un pan différent, mais je ne pense pas qu'on ait défini, en tout cas me concernant, je n'ai pas défini une doctrine en disant je veux qu'on développe tout en interne. Le métier de l'informatique classique en interne, c'est de faire tourner l'hôpital en 24/7. Donc le reste, il faut qu'on trouve des moyens ensemble. Voilà, je dirais, voilà, nous on n'a pas de doctrine, c'est un besoin, on regarde, on réfléchit, on regarde aussi le retour sur investissement, naturellement, hein, l'investissement versus ce que ça va apporter, et en fonction de ça, on arbitre. Bien. Je crois qu'on a gagné 3 minutes, on a encore une question, si jamais. Merci beaucoup, Jean Brouot, DataTJ. Un peu dans le même sujet, de ce côté un petit peu interne de la vision que vous portez. Nous avons un client hospitalier qui partage une petite inquiétude au sujet de l'IA et dans son intégration dans son hôpital. Il se pose un peu la question à 5 ans si chaque cas d'usage va faire naître un partenariat ou s'ils vont réussir peut-être à trouver des partenaires capables d'en déployer beaucoup. Comment est-ce que vous voyez les choses là-dessus? Plutôt trouver en interne des solutions pour déployer beaucoup de cas d'usage ou alors trouver des partenaires qui en portent ou beaucoup de partenariats sur les années à venir? Vous mettez le doigt sur un vrai sujet, effectivement, la démultiplication des acteurs et notre capacité à les accompagner et à intégrer ces solutions. Là encore, si je prends le choix qu'on a fait sur la partie imagerie, c'est de faire un framework et puis derrière de pouvoir plugger des algorithmes qui vont être développés par différentes structures. Par contre, en termes d'intégration, ce n'est pas un effort important puisque du coup, la surcouche de notre système d'imagerie est déjà en place et a la capacité. Donc ça, je trouve que c'est le cas le plus intéressant et le plus facile. Après, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à reproduire sur l'ensemble de ces thématiques-là, mais effectivement, on aura une capacité limitée
en termes d'intégration de ces startups et en termes de cohérence aussi. Il faut aussi qu'on soit en cohérence par rapport à un utilisateur pour leur proposer aussi un environnement qui soit cohérent. C'est suffisamment. Les gens se plaignent suffisamment de la lourdeur de l'informatique. Donc, si à un moment donné, on est dans un millefeuille et avec 1000 couches, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, voilà. En tout cas, nous concernant, l'idée, effectivement, c'est d'arriver à mettre une ossature qui sont en capacité, après, d'absorber facilement avec cette infrastructure. Et sur la partie imagerie, c'est le plus simple, mais ça marche bien. Et c'est un domaine, c'est ça? Je suis plus brutal, je suis DSI, pardon, et lui aussi, mais à un moment, je dis non, quoi. Moi, quand j'ai 28 solutions de télésurveillance, je dis à ma maîtrise d'ouvrage, on arrête. Moi, je pose le stylo, vous faites votre choix, j'en veux 2 ou 3, puis après, on prendra le travail. Ça, c'est le boulot de DSI, hein, c'est un truc, c'est le boulot, enfin, c'est le moment de dire non. Pareil pour tout ce qu'il y a. Il y a un moment, on ne fait pas. Moi, j'ai la chance d'avoir 39 hôpitaux avec des trucs un peu divers. Bah, ils décident ensemble, les docteurs, mais ils ne me sortent pas 25 solutions sur l'IA, sur la radio du doigt de pied, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Et ça, ils en sont capables. Donc, il y a un moment, on se met d'accord, on fait des choix, parce que nous, le boulot d'intégration, ce n'est pas juste une intégration, c'est l'interface identité, c'est l'interface du compte-rendu, etc. C'est des flux, rien n'est normalisé. C'est faux qu'on dise c'est du Fire, machin, etc. Enfin, OK, quand on fait du Fire, il y a l'évolution du Fire, moi, ça fait des flux. J'ai des millions de messages déjà qui passent par jour, je n'ai pas envie d'en multiplier. Donc, à un moment, en tant que DSI, on pose le stylo. Et ça, on l'assume complètement. Et on dit, vous mettez d'accord, quand la fumée blanche sortira, on y va. Mais voilà, donc des fois, ces petites discussions un peu chaudes qu'on peut avoir, c'est comme on a décidé tous d'avoir un seul dossier patient dans nos hôpitaux, pas d'en avoir 25. Moi, quand je suis arrivé en 2015, j'en avais 7 ou 8. Ben, on arrive à progressivement en avoir plus qu'un. Et ça, c'est le boulot du DSI qui donne souvent de l'ambiance et une bonne ambiance et une bonne relation avec nos amis docteurs. Retenez qu'à Nancy, on est plus gentil qu'à Paris. Bon, merci beaucoup. On voit qu'on est au début de la collaboration aussi, de la structuration et trouver le juste milieu entre l'innovation et pas trop d'innovation, en tout cas pas trop de dispositifs. On arrive à trouver le bon dosage entre le besoin et trop de réponses à ces besoins. Merci beaucoup à tous pour ces expériences riches.